Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le troisième numéro de votre émission Palais de l'éducation de ce mercredi. Orientation scolaire et professionnelle. Clé de la réussite est le sujet qui nous intéresse cet après-midi. Deux invités sont autour de ce plateau pour nous éclairer autour de ce sujet. Monsieur Giovanni Apedo, spécialiste en orientation scolaire et professionnelle des jeunes. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mathieu Vida. Bonsoir à Monsieur Esso, si je ne me trompe. Bonsoir aux téléspectateurs de la télé JVC. Ravi de... JCTV. JCTV, voilà, excusez-moi. Et ravi encore une fois de compter parmi vos invités. Et j'espère que nous allons passer un moment agréable ensemble. Merci beaucoup. Merci. Comment vous-même vous portez? Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Monsieur Essor Akleso, vous êtes président national de CTLV et consultant et coach en entrepreneuriat politique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir Pedro. Naturellement, je suis consultant coach en entrepreneuriat et en politique. Mais puisque nous sommes ici pour le sujet concernant l'orientation, je suppose que nous aurons à discuter tout au long de comment mettre à profit l'entrepreneuriat dans la vie des élèves pour qu'ils ne puissent pas se tromper sur les études, pourquoi pas pour trouver un bon emploi. Merci. Jim Rohn, entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel, dit ceci: ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. Un commentaire, monsieur Akleso. Oui, je pense que le vent dont il fait cas ici, c'est tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Parce que les gens se plaignent parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas une famille, je ne suis pas né d'une famille nantie, c'est ça qui a fait que je n'ai pas réussi. Non, c'est ça le vent dans ta vie. Tous les arguments que tu vas trouver pour dire que c'est à cause de ça que je n'ai pas réussi, c'est ça qu'il est en train d'évoquer. Donc, le vent peut souffler, mais c'est à toi de déterminer là où tu vas. Je disais tantôt que moi-même, j'ai une citation que je ne peux pas modifier la direction du vent, mais je peux juste poursuivre mon objectif, ajuster mon voile pour atteindre ce pourquoi je suis fait dans la vie. Donc voilà ce qu'il est en train de dire. Donc les gens, par sa station, moi j'exhorte les gens à ne pas se plaindre de leur situation parce que quand tu vas au champ, qu'il pleuve ou pas, on ne veut pas brédir du sang. On fait quelque chose, du moins, on sacle le sang avant de revenir. C'est ce qu'il est en train de dire dans sa citation. Merci, monsieur Issa. Je me tourne directement vers monsieur Apedouama. Un commentaire. Oui, je remercie monsieur Aklesor pour ce qu'il a dit. Effectivement, moi, je vais donner mon avis de psychologue du travail des organisations. Le vent ne souffle pas pour tout le monde, si je ne me trompe ainsi, mais c'est à chacun de prendre sa direction. C'est-à-dire, c'est à chacun de donner l'orientation qu'il veut à sa vie. Nous n'allons pas attendre, comme l'a dit le grand frère, nous n'allons pas attendre que les événements de la vie, voilà, nous affaissent, ou bien nous n'allons pas attendre que les choses nous soient données tout dru, mais c'est à nous de nous battre. Voilà, nous sommes dans le domaine de l'orientation. C'est aux jeunes, voilà, d'aller vers les informations. C'est aux jeunes, voilà, d'aller vers ceux qui peuvent les aider ou bien à réussir, ou même à entreprendre dans un domaine donné. Donc, je pense que c'est, sans trop rentrer dans les détails, c'est ce que je peux dire par rapport à cette citation. Merci à vous. C'est quoi réellement l'orientation sur les plans scolaires et professionnels? Et le psychologue, c'est mieux. D'accord. Alors, parler d'orientation scolaire professionnelle. Déjà, vous l'avez bien dit, il y a l'orientation sur le plan scolaire et l'orientation sur le plan professionnel. Oui. Nous avons tendance à ajouter les deux, c'est vrai, orientation scolaire professionnelle. Alors déjà, pour définir cela, nous allons partir du terme orienté. Comme on nous le disait lorsque nous étions en cours primaire, orienter quelqu'un, c'est l'aider dans la direction, lui montrer la direction à suivre. Voilà. Donc, l'orientation scolaire professionnelle, c'est cette pratique-là qui permet d'accompagner le jeune en lui donnant voilà, les indications qui vont l'aider à retrouver son chemin. Pour aller sur un plan beaucoup plus théorique, l'orientation scolaire professionnelle, c'est cette pratique-là qui permet de présenter à tout jeune qui est en âge de scolarité
les différentes filières, les différentes formations dans lesquelles ce jeune-là peut s'insérer en fonction de son parcours scolaire antérieur, en fonction maintenant de ses intérêts, de ses aptitudes, de ses motivations, et à l'aide d'un certain nombre de paramètres voilà, qui peuvent être analysés grâce à des tests psychotechniques, etc. Donc, en gros, il s'agit d'accompagner le jeune qui a des difficultés à élaborer ce que nous appelons le projet scolaire et professionnel. L'aider, lui donner les informations, l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse se réaliser. Donc, en gros, je peux dire, voilà ce que c'est que l'orientation scolaire et professionnelle. Et le côté professionnel, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont déjà même ceux qui ont déjà quitté le côté scolaire. Voilà, nous parlons d'orientation professionnelle. Il y a des gens qui sont en entreprise, mais qui veulent faire ce que nous appelons une réorientation. Il y a des gens qui se font virer du jour au lendemain. Voilà, quelle orientation maintenant donner à leur parcours professionnel. Il y a des gens qui veulent entreprendre, comme l'a dit le grand frère Clesson. Comment est-ce qu'il faut entreprendre, comment est-ce qu'il faut réussir sa vie. Tout ça là, c'est dans l'orientation. Donc en gros, voilà ce que je peux dire par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle. Voilà. Merci. Je pose la même question à M. Clesson. Je vais l'aborder sur le vocable de coach qui sera un peu différent de ce que Apédo a dit. En fait, dans notre domaine orientation, ce n'est pas quelqu'un qui a des difficultés pour s'en sortir. Nous, on oriente pour que la personne découvre les capacités qu'elle a en lui-même. En fait, c'est ça l'orientation. Orienter, c'est que activer, réveiller quelqu'un psychologiquement. Quand tu le réveilles, heureusement que c'est lui le psychologue aussi, quand tu réveilles la personne et que la personne prend conscience de ce que tu lui dis, alors la personne s'oriente dans de bonnes directions. C'est le problème que les gens ont eu et que vous allez voir à l'université, la même personne se retrouve dans toutes les filières où il fait face à ça ne marche pas, il se retrouve en droit, après il se retrouve encore en sociaux. Donc c'est parce qu'il se passe ce pourquoi ils sont venus. Il y a des gens qu'on appelle des compétents inconscients. Ils ne savent pas quelles sont les aptitudes qu'ils ont en eux. Donc, l'orientation consiste à réveiller cela en lui, et c'est différent ce que l'État fait. Quand tu réveilles cela en lui, on lui dit que tu es capable. C'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique pour que la personne dise, ah, donc moi aussi je peux faire ça. On lui a des informations qu'on lui apporte. Tu vois, tel domaine, celui-ci, celle-là à faire. Donc toi aussi tu peux le faire. Que Dieu n'a pas programmé quelqu'un inutile. Il y a quelque chose qui est en la personne que la personne n'a pas encore découvert. Donc c'est cela, nous leur apportons, nous leur disons, bah, réveille-toi. Et quand la personne se réveille, elle fait des choses sublimes et elle-même voit que ah, cela était aussi facile que ça. Et elle peut réussir. L'orientation professionnelle, parce que nous disons, comme je le rejoins sur ce plan, normalement quand quelqu'un est réveillé normalement, au début, ou quand quelqu'un est orienté, professionnellement, il arrive facilement à trouver ce pourquoi il s'est orienté. On n'a plus besoin, après le diplôme, d'orienter quelqu'un en fin de compte, mais il peut y avoir des reconversions. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont commencé médecine, après de découvrir qu'en fait, ils sont faits pour le droit. Ce n'est pas médecine. Donc, il y a ça. Si la personne était orientée au début, ça n'arrive pas. C'est pourquoi nous l'appelons plutôt la reconversion. Oui, on le fait également pour les retraités qui sont allés en retraite, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils font des reconversions pour s'en sortir. Donc, comme je le dis, orientation, c'est réveiller quelqu'un, ça peut être un petit, ça peut être un jeune, ça peut être un adulte. Tout compte fait, une fois que la personne est orientée ou réveillée, elle fait des choses sublimes. Voilà comment je peux, d'une façon ramassée, définir l'orientation. Merci, monsieur. Et quelle est l'importance de l'orientation professionnelle scolaire dans la vie de l'apprenant ou d'un être humain? D'accord, merci encore une fois pour la question. Et je rappelle encore une fois que lorsque nous parlons d'orientation, il y a l'élaboration de ce que nous appelons le projet scolaire professionnel. Voilà. Tout jeune, aujourd'hui, la difficulté, comme l'a dit le grand frère, la difficulté au niveau des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas élaboré un projet scolaire professionnel. Voilà. Et on ne peut s'orienter aujourd'hui si déjà à la base, c'est pourquoi nous parlons d'une programmation, déjà à la base. Si déjà à la base, le jeune n'a pas élaboré ce que nous appelons le projet scolaire professionnel, cela suppose qu'il aura des difficultés après. Parce que c'est dans l'élaboration de ce projet scolaire professionnel que vous découvrez, voilà, les aptitudes et tout. Il y a la dimension, comme l'a dit le doyen, la dimension cognitive et la dimension affective au niveau de ce que nous appelons la maturité vocationnelle. Parce que lorsqu'il faut élaborer un projet scolaire professionnel, il faut faire preuve de ce que nous appelons la maturité vocationnelle. Et c'est là où je rejoins ce que le grand frère a dit. Si le jeune
n'a pas développé en lui cette maturité vocationnelle, c'est là-bas qu'on parle de réveil. Parce que la maturité vocationnelle, sommeil, la maturité vocationnelle que le jeune n'a pas atteint un certain niveau. C'est là maintenant que, avec les informations qu'on va lui donner, l'aide en orientation qu'on va lui donner, il va arriver à cette maturité vocationnelle-là. Et cette maturité vocationnelle a deux aspects. Voilà l'aspect affectif, l'aspect cognitif et l'aspect affectif. Et l'aspect... C'est quoi aspect affectif et cognitif. L'aspect affectif fait beaucoup plus référence à ce que le doyen vient de dire en ce qui concerne le fait de réveiller l'individu, tout ce que le jeune a en lui sur la connaissance de soi, ses aptitudes. Essayer de lui montrer, voilà, que tu es capable de faire ça, que tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Mais comment est-ce qu'il faut réveiller cela si déjà il n'y a pas une analyse au préalable qui montre que, voilà, telle compétence doit être développée, voilà là où je rejoins encore une fois le grand frère lorsqu'il parle de programmation, neurolinguistique, etc. et des questionnaires d'intérêt professionnel pour essayer de voir à peu près ce que le jeune est capable de faire. Et lorsqu'on lui présente cela, c'est là, voilà, bon, voilà tes aptitudes. Est-ce que ces aptitudes maintenant correspondent à ce que tu as envie de faire ou bien ce que tu veux faire? Voilà. Donc, c'est là-bas que j'interviens au niveau de la dimension cognitive. La dimension cognitive qui fait beaucoup plus référence à la connaissance du monde extérieur. Qu'est-ce que le jeune connaît des formations qu'il y a, les possibilités de formation, qu'est-ce qu'il sait des métiers, qu'est-ce qu'il sait du monde professionnel. En fait, c'est la jonction des deux-là qui fait, entre guillemets, l'orientation scolaire professionnelle. La jonction de la dimension, cette dimension affective-là, sur les compétences, la personnalité, ce que le jeune a en lui, et les informations que lui apporte son environnement, que lui apporte le conseiller d'orientation, les coachs, les formateurs, etc. Maintenant, si le jeune n'arrive pas à élaborer ce projet scolaire professionnel, la première des choses, comme on le dit, tu vois, je prends l'exemple du campus, c'est le fait de ne pas se retrouver. Ça, c'est un problème criant au niveau des étudiants qui commencent la faculté de droit. Après, ils se rendent compte que non, et après, tout ça, c'est une perte de temps. Le gros problème, même à la fin, je peux dire que c'est le chômage. Parce que si déjà là-bas, je ne suis pas préparé par rapport à mon projet scolaire professionnel, déjà, je vais perdre du temps, je ne vais pas me retrouver, je vais commencer un métier peut-être dans lequel je ne serai pas efficace et les problèmes qui s'en suivent. Donc déjà, l'orientation est importante dans le sens où elle permet à l'apprenant d'avoir, ou bien aux jeunes, d'avoir déjà les informations qu'il faut. Elle permet à l'apprenant déjà de se connaître par rapport à ses aptitudes, par rapport à ses capacités. Et puis vous savez que le monde du travail devient maintenant vraiment assez ardu et c'est ceux qui ont les informations, ceux qui s'en sortent, ceux qui ont développé des capacités, des compétences qui s'en sortent. Donc l'orientation intervient maintenant pour renforcer les capacités de ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'en sortir. Et si je rejoins encore le grand frère par rapport au domaine entrepreneurial, tous les jeunes ne sont pas faits entre griffes pour réussir peut-être à l'école, etc. C'est là-bas que la politique d'entrepreneuriat vient parce que les capacités entrepreneuriales aussi sont développées ou bien ressortent après voilà, cette orientation scolaire professionnelle où nous découvrons que telle personne a une personnalité entrepreneuriale ou etc. Donc en gros, ça permet de réveiller un certain nombre de choses, ça permet d'éviter la déperdition, ça permet d'éviter cette perte de temps et ça permet d'avoir un plan assez stratégique bien conçu pour arriver voilà, à ce qu'on est programmé entre griffes pour faire et tout. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire sur l'importance de l'orientation scolaire professionnelle. Voilà. Merci. Et quelle est son importance à votre niveau aussi? Oui, d'abord, je te remercie que tu invites un psychologue de formation et puis écoute pour que le débat là, dans cet aspect, c'est une bonne chose. Que ça me plaît beaucoup même que ce soit ci. Je vais le prendre sur cet aspect. Vous voyez, l'importance c'est que elle est énorme. L'importance, elle est énorme à tel point que les gens ont tendance à penser que les gens viennent à l'école pour apprendre quelque chose, alors que les gens vont à l'école pour développer ce qui est en eux. L'école n'apprend qu'à développer ce que tu as en toi. Si tu es idiot, l'école t'apprend à être idiot. Si tu es compétent, l'école t'apprend encore à être compétent. C'est pourquoi ça étonne des gens qui voient que lui, malgré ses études, il est bandit comme ça. C'est ce que la personne a amené que l'école a développé à lui. Je serais tenté de citer William Butler qui dit que l'éducation ne consiste pas à remplir un seau, mais à allumer un feu. C'est sur cet aspect que je te dis que on réveille la personne. Quand la personne se réveille, elle fait des choses miraculeuses. Je vais prendre l'exemple d'une étude faite par
Zig Ziglar, je sais que vous devez le connaître, c'est l'un des mentors de coaching pour ne pas développement personnel. On a choisi 3 élèves et on a dit au professeur que tous ces 3 élèves sont des génies. Alors que ce sont des élèves de niveau standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, mais on lui dit que ce sont des génies, donc qu'ils fassent qu'ils développent leur capacité de génie. Le professeur ne sachant pas que les élèves ne sont pas des génies, les a considérés comme ils sont des génies. À la fin, les élèves ont eu des notes 100 sur 100. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est diminué chez quiconque. Le professeur pensant que réellement c'est des génies, on lui dit non, que ce ne sont pas des génies. C'est pour dire que l'importance de l'orientation, quand tu fais croire à quelqu'un qu'il est capable de faire quelque chose, il le fera. Quand tu fais croire à quelqu'un que voilà, tu peux faire ça, la personne le fait. L'importance est tellement colossale que les gens s'en sortent quand ils ont été orientés. L'orientateur premier dans la vie d'un enfant, ce sont ses parents. Nous l'appelons dans notre domaine de coaching, les parents ont l'engrais. L'enfant a la graine qui est compétente dont je parle au début. Si on ajoute l'engrais et ça tombe sur la bonne graine, l'enfant développe des choses comme ça. Donc c'est dans ce sens que je mets l'aspect sur l'importance. C'est ce qu'il a dit sur le plan affectif et cognitif. Donc nous, dans notre domaine, on prend la personne, on dit que le jour où tu lui dis que 1 plus 1 va te donner 20 millions dans 10 jours, la personne automatiquement commence par le passé. On lui montre exactement des gens qui ont fait et ça réussit. Donc l'orientation, c'est indispensable dans la vie de gens. Seulement qu'au Togo, où, comme on le dit sur le plan scolaire, on commence à partir de bac ici, alors que ça pouvait même aller avant le cours primaire. Mais au pire des cas, je peux le situer au moins qu'on le fasse après BPC. Comme les élèves, il y a les matières scientifiques et les matières littéraires, qu'on oriente les élèves à le faire. Parce que vous n'allez pas comprendre que les gens ont le bac technique. Il est électricien, il a fait ça au lycée technique ou comptable, mais il va encore à l'université. C'est que s'il était orienté, c'est anormal que quelqu'un fasse le lycée technique et qu'il aille à l'université. Il n'en a pas besoin. Si tu es électricien, tu es dans BTP, tu peux prendre des marchés dans l'immédiat, mais ils ne le savent pas. Je le dis, c'est important à tel point que j'ai eu à orienter 3 élèves après, après l'approbation du bac. Il y a un qui a eu 17, il y a un qui a eu 13 et l'autre a eu 15. Mais ce qui m'a surpris, celui qui a eu 13, je lui ai dit, il veut faire quoi? Il dit qu'il veut faire, comment ils appellent, man? Oui. Et il dit que il veut devenir économiste, mais qu'il veut faire sociaux. Vous voyez? C'est qu'il y a une disparité entre les deux choses. Quand on veut devenir économiste, on fait FASEG ou IT de gestion, ou on fait une formation bancaire, quelque chose comme ça. Mais quand la personne dit en même temps qu'elle veut être économiste, mais qu'elle veut faire social. Je sais qu'il y a une économie sociale, mais ce n'est pas par là qu'on passe. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas ce pourquoi elle va à l'université. Donc elle va aller se pavaner, après elle ne se retrouve pas. Au même moment, quand moi je lui ai proposé, voilà, si tu as des aptitudes, explique-moi, pourquoi tu veux faire sociologie? Quand il a expliqué ça, j'ai compris que c'est quelqu'un qui prend les problèmes des autres à cœur, qui aime intervenir dans la communauté. Donc, c'est plus intéressant que lui et l'autre s'oriente vers la sociologie. Et après, fait une formation complémentaire pour aussi, si elle veut connaître des choses sur l'économie. C'est pas parce qu'elle a 13 de moyenne qu'elle doit aller faire et faire forcément. Donc, vous voyez, elle a changé et elle a fait. L'autre a 17 de moyenne. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit non, qu'il veut devenir ingénieur. Ingénieur en quoi? Il dit qu'il ne sait pas. Moi, je dis voilà. 17, mais tu as comment dire, SVT. Tu as SVT 18, maths 15 et sciences physiques 15. Ça voudrait dire que tu peux faire médecine aussi. Tu peux tout faire. Mais dis-moi pourquoi. Il dit que non, que lui, il veut seulement un jour qu'on l'appelle ingénieur. C'est impossible. Si tu n'as pas des aptitudes d'ingénieur, tu as une fois fabriqué quelque chose, tu as réparé quelque chose. Il me dit non. Il dit ah, mon frère, moi de mon côté, je vais te donner un mois. Réfléchis encore avant de choisir ce que tu veux. Et finalement, il est venu me dire que il veut fabriquer des moteurs pour laisser dans vos gars ou ça, une sorte de meule pour moudre. Ah, si c'était l'idée, il y a ainsi qui font ça. Donc, voilà comment l'orientation a été. Et aussi, ils m'ont appelé parce que j'étais allé avant le bac. J'étais allé les orienter, leur parler de qu'est-ce qu'il faut faire à l'université, quelles sont les études, formation, l'adéquation, formation, emploi. C'est pour ça, quand ils ont eu le bac, ils m'ont appelé de venir les aider. Voilà d'où il y a l'importance. L'importance, pour finir, c'est que
ça te permet de ne pas faire des erreurs, de ne pas traîner à l'université, de ne pas faire des années pour rien, de ne pas faire une formation pour laquelle tu n'as rien à tirer par après. Donc l'orientation, c'est le pivot même de la formation. Quand tu n'es pas orienté, c'est un piège. Je ne parle pas d'orienter, comme je le dis, ce qu'on fait à l'université uniquement parce que si l'université réussissait, tous ces diplômés n'allaient pas chômer. Donc, c'est en cela que je dis que l'orientation, ça commence par les parents, ça vient par les amis ou les connaissances et ça se termine par les professeurs. Mais malheureusement, ça ne suit pas cette chaîne. C'est pourquoi je dis qu'il est important que les élèves ou les enfants soient orientés. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs de la JCTV, vous qui êtes en train de nous suivre, vous qui venez maintenant de nous capter, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation et le thème qui fait l'objet de nos discussions cet après-midi est orientation scolaire et professionnelle, clé de la réussite. Et je suis avec deux invités, comme vous le voyez déjà, et je vais me tourner vers monsieur Apédo pour découvrir quelque chose de très important dans ce thème. Et quand est-ce qu'il faut réellement faire l'orientation et quels sont les services qui sont impliqués? D'accord. Merci encore une fois, monsieur Mathieu. Et je pense que monsieur Akleso avait commencé à parler de cela. Au fait, je voulais faire une précision. Il faut faire la différence entre l'information et l'orientation. L'information, c'est le fait de donner aux jeunes toutes les possibilités, ou bien de leur présenter, comme je l'ai dit, toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à eux. Voilà. Maintenant, combien de jeunes ont ces informations-là? Et quelles sont les informations que ces jeunes ont? Et à quel moment on commence à leur donner ces informations-là? Donc, c'est déjà la précision que je vais faire. Maintenant, l'orientation va beaucoup plus que la simple information. Car les informations, parce que je voudrais faire voilà, un distinguo entre le fait d'orienter et le fait d'apporter un plus dans la vie d'un jeune. Voilà. C'est là-bas que j'aime les débats avec les coachs, parce que déjà là-bas, je leur dis, si déjà au niveau de l'orientation, nous prenons tout jeune, j'en arrive à votre question, hein. Oui. Si nous prenons déjà un jeune et que nous lui donnons les informations qu'il faut, tout le monde peut donner à ces jeunes-là ces informations-là. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire en sorte que ce jeune puisse progresser? Là, ça rentre dans le développement personnel. Ça rentre dans l'accompagnement que n'importe quel coach efficace pourrait donner à un jeune et l'aider à devenir, comment dire, réussir sa vie sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Voilà. Maintenant, là où nous, peut-être psychologues, etc., nous intervenons, bien là où nous, les aspects qui nous intéressent le plus, c'est les aspects, comme je l'ai dit, les aspects cognitifs, les aspects psycho-affectifs. Si déjà le jeune, parce qu'il y a des stades de développement au niveau de chaque jeune, et à chaque stade de développement correspond, comme le coach le sait, des stades, un niveau d'intelligence. Maintenant, si nous ne prenons pas en compte ces aspects psycho-affectifs-là, comment est-ce que nous allons pouvoir aider le jeune, même en lui donnant les informations, comment est-ce que nous pouvons l'aider à développer les aptitudes qu'il faut, à révéler ces aptitudes-là qu'il faut? Parce que quand on parle d'aptitude, on parle de ça, il y a une connotation peut-être psychologique là-bas. Donc, au niveau de cet aspect-là, ce que j'aimerais ajouter, c'est que si le coaching, peut-être en entrepreneuriat en développement personnel, peut prendre, je ne sais pas si les coachs le font, peuvent s'associer à des psychologues, etc., pour essayer de voir l'aspect développement psycho-affectif, l'aspect psychocognitif, ça sera un plus. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, à quel moment l'orientation doit commencer? Oui. Le coach l'a dit. Il est primordial, et je pense que les nouvelles politiques d'orientation, pour le moment, s'inspirent de cela. Mais ce n'est pas encore ça. Et je suis parfaitement d'accord avec le coach Akleso, parce que si on voit encore tous les problèmes qu'il y a en orientation, on se demande effectivement qu'est-ce qui est fait vraiment en termes de politique d'orientation.
dans ce pays, ou bien dans nos écoles. Déjà, après le CEPD, le coach dit, après le BPC, moi je reviens même en arrière. Après, lorsque le jeune vient d'avoir son CEPD, même si c'est l'enfant, même si c'est un enfant, l'orientation commence comment là-bas? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? En tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que frère, nous pouvons déjà commencer à lui poser des questions. Mais un élève de cours primaire, est-ce qu'il peut avoir cette capacité de répondre? Oui, il y a les aptitudes qu'il faut prendre pour la... C'est ce qu'il est en train de dire. Ah bon. Et vous, qu'est-ce que l'apprenant va répondre? Ou bien qu'est-ce que l'enfant va répondre? C'est là-bas que ça commence. Il va dire, oh, même si un mani zémidian, oui. Même si un mani d'apoto, ou bien je serai policier, ou bien je serai... À l'âge là, l'enfant commence à dire, à parler de ce qu'il voit, ou bien de ce que vous lui présentez. Et déjà, le fait de lui poser cette question, ça révèle quelque chose en lui. Déjà, ok, cette capacité de commencer à réfléchir déjà, c'est vous qui insufflez ça à l'enfant. Comme les coachs savent si bien le faire. C'est vous qui insufflez le fait de penser vraiment à ce qu'il veut faire plus tard. Et c'est là que vous entendez les premiers propos des jeunes là. Et c'est là-bas que l'orientation commence. Et c'est à vous maintenant de lui présenter d'autres corps de métier. Ok, je t'accompagne, viens, on va aller. Tu sais ce que ton oncle fait? Tu sais ce que, voilà, il est médecin, tu sais ce que les médecins font. Voilà, et ton grand-frère, il est comptable, tu sais ce que c'est qu'un comptable. Vous l'envoyez, vous lui présentez les différentes choses là. Et au fur et à mesure qu'il évolue, vous allez voir que ses propos vont changer en fonction de ce que vous lui présentez, en fonction des choses qu'il va découvrir. Et au fur et à mesure qu'il évolue après la classe de 4e, après, il ne va pas attendre la classe de 3e avant de choisir la série. Parce que déjà, lorsqu'il découvre ces différents métiers, sûrement, et en fonction voilà, des aptitudes qu'il aura développées, des tests aptitudes qui seront faites, vous verrez qu'il y aura des aptitudes qui correspondront beaucoup plus avec certains métiers ou bien certains corps de métier que vous lui aurez présentés. Et c'est en fonction de cela maintenant, il choisit sa série. Il ne va pas choisir la série en se disant, bon voilà, je suis fort en maths, je suis fort en physique et tout. C'est en fonction du métier qu'il veut faire, en fonction des attitudes qui ont été révélées. Et il dit, bon voilà, je pense que ce métier-là, ou là où tu m'avais emmené, c'est un truc qui m'intéresse. Et vous lui présentez ça, et en fonction de ce métier, voilà, pour devenir ça, quelle formation on fait, telle formation. Et pour faire telle formation, quelle série on fait, voilà la série-là. Donc, voilà. Maintenant, il a les informations. Est-ce qu'il a les aptitudes pour faire maintenant cette série-là? Est-ce qu'il a les aptitudes pour faire cette formation-là? Et c'est à là maintenant que les coachs vont également intervenir pour renforcer ses capacités. Si, voilà, on sent qu'il peut le faire, et on sent qu'on peut développer des aptitudes. Par exemple, supposons qu'il est seulement en classe de 4e et il veut devenir peut-être médecin et tout, mais en maths physique, c'est pas, voilà. Et il n'y a pas des aptitudes. Mais on remarque qu'on peut l'aider à progresser, à développer cela. Et on prend des répétiteurs et tout. Mais lorsque les thèses révèlent qu'il n'a pas les aptitudes, on ne force pas. C'est pourquoi il est conseillé à l'âge là de présenter un certain nombre de projets professionnels et jeunes qui puissent faire son choix. Donc, l'âge idéal, ou bien la période idéale, en tout cas selon moi, c'est déjà après le CEPD. Maintenant, ce que la politique d'orientation recommande maintenant, c'est les cours d'éducation à l'orientation. Mais je ne sais pas combien de structures, ou bien combien d'écoles le font vraiment. Parce que je pense que c'est un truc qui a été instauré. Je me rappelle, j'étais avec les sœurs à Notre-Dame de la Trinité. C'était des cours qu'on donnait. C'était fait sous forme de modules et on utilisait les heures libres, on présentait ça aux jeunes. Déjà en classe de 6e, on leur parlait des séries, on leur parlait des métiers, on leur parlait des filières de formation, tout ça là jusque-là. Mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Il y a certaines écoles où ils ont commencé, ils ont arrêté. Tout. Donc, je pense que déjà, après le CEPD et avec ces cours d'éducation à l'orientation et avec l'appui des coachs en développement personnel, je pense que c'est un processus qui suivra jusqu'à ce que l'enfant arrive en classe de 3e, il sait la série qu'il veut faire, il connaît la série parce qu'il sait que c'est cette série qui va m'emmener vers telle formation et c'est cette formation qui va m'emmener vers tel métier et tout. Voilà. Maintenant, quel service pour l'orientation? Vous allez ici sur le plan national. Je discutais même avant l'émission avec le grand frère. Nous avons le CEMIOPS, qui est le Centre national d'information ici au Togo. Mais à part ça, vous avez des cabinets d'orientation. Vous avez des spécialistes en orientation qui accompagnent les jeunes et tout. Et je loue beaucoup plus le service de, c'est pas pour cracher sur ce que le CEMIOPS fait, mais je loue beaucoup plus les services
de ces associations, de ces cabinets, comme celui de M. Aclessor, qui font de leur mieux, voilà, pour apporter un soutien à ces jeunes-là. Donc, il y a les psychologues formés en orientation, les spécialistes qui sont formés en orientation, et les acteurs clés, même comme l'a dit M. Aclessor, ce sont les parents. Normalement, ce sont les parents qui doivent avoir les informations pertinentes qu'il faut pour accompagner les jeunes-là. Mais la plupart des parents même n'ont pas les informations. Et les directeurs d'établissement, qui devraient normalement avoir à leur sein des spécialistes en orientation pour accompagner les jeunes. Ce sont ces acteurs-là qui normalement doivent être déterminants dans le processus d'orientation. Mais le jeune qui a des difficultés, comme je l'ai dit, il y a assez de structures, mais vérifier si ces structures comptent des gens en leur sein qui sont vraiment compétents pour effectuer ces services-là. Donc, sans trop monopoliser la parole, je vais laisser le grand frère également intervenir par rapport à ces aspects. Et Monsieur Issa, quels sont les services impliqués? D'accord. Pour y répondre d'abord, heureusement que Apédo a dit quelque chose qui m'a intéressé. Et souvent, je ne sais pas si c'est pays africain ou comment, au Japon, au cours primaire, quand on fait des cours, on donne de l'argent. Il y a des produits du marché, on dit aux enfants de faire ce choix. Est-ce qu'il y a des enfants qui vont prendre pour aller payer poisson, d'autres vont payer fusil, d'autres. Donc, on arrive à connaître la psychologie de ces enfants dès le bas âge. Et d'une manière, d'une autre, et on les oriente comme ça. Et donc, il n'y a plus de problème par rapport à ça, mais ça ne se fait pas chez nous comme ça. Mais le problème, c'est que, moi, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, j'ai eu dans mon association deux étudiants de INSEE qui font de la psychologie, qui ont fait de la psychologie. J'ai également deux médecins qui sont en médecine et j'ai également deux sociologues. Et quand on développe les choses, c'est que moi j'ai compris finalement que quand on prend le coaching, même il est orientateur, sauf qu'il est coach sans le savoir aussi. Ouais, quand on prend le coaching, ceux qui ont fait le management, il y a le coaching en économie, tous ceux qui ont fait des formations de base qui permettent d'arriver à prendre des gens d'un point A pour amener un point B, sont des coachs en fait. Mais c'est que, comme on ne leur prête pas le vocable comme ça, parce qu'il y a d'autres aspects qu'il faut apprendre, c'est pourquoi on le veut. Donc, lui-même, il est coach, il faut le dire aussi, il est coach. Donc, ce pourquoi nous sommes ici, et tu as parlé des structures, et qui... Oui. C'est deux questions. Oui. Tu as demandé les structures qui peuvent faire l'orientation l'orientation. Ouais, j'ai posé la question là à M. Apédo Ama, mais comme vous êtes plus dans l'orientation des jeunes, je voudrais savoir quelles sont les structures ou bien les services impliqués. Là, si vous voulez revenir sur la question que j'ai posée aussi à M. Apédo Ama, là, et quand est-ce qu'il faut faire l'orientation? Les deux sont liés en fait. C'est que quand on trouve des gens orientés, on doit les confier à une structure. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai déjà dit que les premiers orientateurs, ce sont des parents. Ensuite, normalement, les directeurs d'établissement doivent faire soit de la psychologie, soit de la sociologie. On ne peut pas être directeur qui veut. On doit leur demander de faire ces formations de base. Déjà, quand ils voient l'enfant, des enfants en difficulté, ils doivent le savoir pour dire voilà, voilà, voilà. Mais mon souci, le plus grave, c'est que on met l'orientation uniquement sur un plan didactique. C'est ça qui est le problème. Où il a parlé de Syniops, comme je ne garde pas le nom là comme ça, en fait c'est ça le problème. Parce qu'en dehors de ça, il y a des gens qui ont des aptitudes d'orientateurs, des gens qui sont des fois même plus efficaces sur là. Les structures étatiques ont cette manie de résultats vis-à-vis de leur employeur. Alors que je suis sûr qu'il y a des fois il a orienté des gens sans prendre de l'argent. Donc vous voyez, il est plus efficace quand il le fait en secteur privé, parce que s'il rate, on va revenir sur lui avec voilà, tu as fait ce donc sa manière de le faire, pour qu'il y a des structures qui sont là. Ce n'est pas forcément, et moi je conseille même les sociologues, les psychologues, les philosophes, et les juristes, pour ainsi dire. Parce que ce sont des gens qui recoupent des informations, comme il le parlait, la valeur cognitive. En fait, ce sont des formateurs ou des formateurs qui ont cette capacité d'inculquer cela aux gens. Mais moi, ce que je conseille aujourd'hui aux gens, la Bible dit dans Matthieu 19, verset 12, que il y a des gens qui sont rendus uniques par Dieu même. Il y a des gens qui le sont devenus par la force des hommes.
Il y a des gens qui sont rendus eux-mêmes eunuques. C'est la dernière partie qui me plaît. En le plan personnel, eunuque, c'est quelqu'un qui est riche. Donc, moi, je me dis que je peux devenir riche par moi-même. La Bible a dit, si tu as foi, et tu peux déplacer cette montagne pour mettre ici. Le coaching n'est que l'agrandissement, ce que la Bible a déjà donné. Il dit que si tu as foi, tu peux dire à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. C'est ce qu'on enseigne aux gens. Vous connaissez Thomas Edison? Oui. On lui avait dit à l'école qu'il ne peut pas aller très loin, donc parce qu'il n'a pas des aptitudes pour évoluer. Quand on envoie la lettre à sa maman, la maman dit le contraire de ce qu'on lui a dit. Il dit que le maître a dit que tu es trop intelligent et que tu n'as pas besoin de rester à l'école pour évoluer. La preuve, c'est qu'il a fait développer l'ampoule incandescente et d'autres choses. Mais imagine que, je crois dire, les parents sont les premiers orateurs. Si la maman lui avait dit le jour-là, on a dit tu peux pas, il ne va pas aller. Et Michael Jordan, on lui a dit qu'il a trop manqué de but, donc il ne peut pas. Mais son professeur lui a dit que tu peux rater 1000 coups, mais qu'un 1001e coup peut quand même aller. Aujourd'hui, on voit ce qu'il a sonné. C'est ce que le coach fait. La différence entre le coach ou le psychologue, ou le psychologue, pour le dire, c'est que le psychologue constate un fait et essaie de le résoudre pour que l'avenir de la personne a Dieu. Le coach marche avec la personne au moment où il détecte le problème jusqu'à l'obtention d'un résultat. Il y a cette différence. Les mentors se mettent en haut de toi et ils se voient connaisseurs, ils t'inculquent. Alors que le coach marche avec toi au même moment. Vous êtes d'égal. Il y a cette relation verticale et comment dire horizontale entre le coach et l'apprenant, mais au niveau de mentor ou psychologue, des fois, c'est vertical. Il y a quelqu'un qui est en haut et qui enseigne à l'autre. Alors que le coach, l'apprenant peut m'apprendre. D'abord, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que je forme. Il m'apprend beaucoup de choses que moi, je n'avais pas découvert. Donc, c'est cette relation qui est entre nous. C'est pourquoi je lui dis qu'il est aussi coach sans le savoir. Maintenant, si je dois répondre par rapport à cette structure, moi, je me dis que toute association d'abord. Les associations sont d'efficaces orientatrices, ce que les gens ne le savent pas. C'est pourquoi moi aussi, j'ai le pouvoir d'être président. Toute personne qui n'a pas fait une association ne peut pas être directeur ou quoi, ne peut pas diriger. C'est normal. Vous allez voir que quand vous faites une association, les gens vous crient dessus, les gens vous énervent, vous faites. Donc, il y a ces choses que vous devez apprendre. Donc, les premières structures d'orientation sont les associations. C'est là où moi, il y a des membres que j'avais pris, ils avaient fait des facultés de sciences, mais aujourd'hui, ils sont devenus des cuisiniers parce que je leur dis, voilà, tu as cette aptitude. Il y a, comme je le dis, il y a les deux filles qui étaient à Nice. Aujourd'hui, il y a une qui a ouvert son salon de make-up et l'autre fait son commerce d'épargne, alors qu'elle n'avait pas découvert ses aptitudes avant. Donc c'est pourquoi je dis que l'orientation, ce n'est pas que pour les élèves. L'orientation, c'est pour toute personne qui a envie d'évoluer, mais qui ne sait pas comment commencer. Donc, on peut le faire à tout le monde. Je m'étais arrêté au côté BPC parce que, quand on le dit, heureusement que c'est le psychologue, il y a des gens qui vont trouver bizarre quand on dit d'orienter des gens au cours primaire. Quand on dit aux gens de faire Abovi, Abogan, c'est pour avoir cette attitude, amuser avec les jeux, pour découvrir qu'est-ce qui va devenir. Mais les gens ne savent même pas pourquoi on fait ce genre de choses. Donc, c'est pourquoi je le dis. Les gens considèrent cela comme une perte de temps. Mais non, c'est pas. En fait, vous voyez, comme des gens ont vécu dans la pauvreté, ils véhiculent cette pauvreté dans la vie de leur famille. Je le dis, la richesse, c'est d'abord mental. Il y a la manière, on ne se comporte pas comme un couturier pour devenir un maçon. Pour devenir maçon, il y a des attitudes de maçon qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans ce sens. Moi, je dis, je ne peux pas, vous voyez, heureusement que tu es journaliste, mais tu ne peux pas te considérer comme un coiffeur de la rue et avoir des attitudes de journaliste. C'est là où il parle des valeurs cognitives aussi. Il faut au moins un background par rapport à ce que tu veux devenir. Mais les structures, comme moi je l'ai dit, c'est d'abord les associations. Bon, les parents, les associations, les ONG, pour ainsi dire, et les cabinets. Maintenant, le gouvernement vient en dernier ressort. Normalement, c'est quand on voit qu'il y a des dérives dans l'orientation que le gouvernement vient et pour corriger. Le gouvernement n'est là pour donner les formes, les cadres dans lesquels il faut travailler dans l'orientation. Parce que, comme je le dis aujourd'hui, si un orientateur étatique peut m'apprendre comment choisir tel métier et devenir telle personne, les gens de sa famille doivent être riches et évoluer. Ils ne doivent plus avoir chômage dans sa famille, en fin de compte. Mais s'il y en a, et qu'eux-mêmes, ils passent encore des concours pour s'en sortir, c'est que ça ne marche pas. Le jour où les orientations ou les orientateurs vont réussir leur travail au Togo ici, quand le gouvernement demande des concours pour chercher 1000 personnes, on trouvera que c'est 100 personnes qui ont donné des dossiers. Parce que les gens sont orientés, ils ont compris et ils s'en sortent d'eux-mêmes. Mais c'est parce que ça,
ne marche pas, mais on ne veut pas le dire. C'est pour dire que il a déjà donné les structures, je ne fais que compléter certaines. Donc l'orientation est importante, l'orientation est primordiale, l'orientation est indispensable, mais ne fait pas orientation qui veut aussi. Parce que même dans le coaching, on ne peut pas se lever pour le faire comme ça. Il faut au moins des aptitudes. Quand tu n'acceptes pas des gens, quand tu n'as pas les aptitudes d'un leader, tu ne peux pas faire le coach. Parce que moi, il y a des fois où des gens sont plus âgés que moi, mais je les commande. Ils peuvent me taper, mais comment arrêter? Je l'ai déjà dit. Être vraiment un leader, le plus difficile, c'est rester devant un étudiant. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que toi, tu es en deuxième année et lui, il est en troisième année. Ou quelqu'un qui a le master et toi, tu n'as pas encore la licence. Mais tu veux l'orienter ou bien tu veux le... Tu vois quoi? Il faut d'abord avoir une compétence extra pour le faire. Mais quand on réussit, je pense que le gouvernement ne peut que soutenir ces cabinets, ces jeunes, ces associations pour continuer d'enseigner des choses. Voilà, de façon un peu plus claire, ce que j'entends par rapport à l'Institut d'orientation et qui doit orienter. Merci, monsieur. Chers fidèles auditeurs et chers fidèles téléspectateurs, pardon, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation. Le thème de notre discussion de cet après-midi, c'est orientation scolaire et professionnelle, clé de la réussite. Et vous avez largement suivi le développement de monsieur Essor par rapport à la question qui lui a été adressée. Et nous allons maintenant poser la même question à monsieur Pedro Ama, mais je voudrais juste revenir sur les structures impliquées, parce que sur le campus universitaire, il y a vraiment ces structures, ces services-là qui essaient de faire ce travail au niveau des étudiants. Oui, merci monsieur Mathieu Bida. Au fait, sur le campus, je ne veux pas dire qu'il y a ces structures, je dirais qu'il y a une structure, la DAS. Okay. C'est les informations que les jeunes doivent avoir, ou bien sont censés avoir, sont à la DAS. Mais le problème, c'est que si vous allez à la DAS, d'abord, les étudiants n'aiment pas aller à la DAS. C'est ça le premier souci. Monsieur Akleso peut confirmer. Aller à la DAS, c'est seulement peut-être pour lorsqu'ils ont des difficultés avec peut-être un dossier, ou bien si c'est voilà, ils ont des difficultés avec leurs notes, etc. Mais aller s'informer à la DAS, voilà. Maintenant, point d'interrogation. Qu'est-ce que la DAS également met en place comme dispositif pour vraiment orienter les étudiants. Donc voilà, il y a un conseiller d'orientation qui est là-bas avec son équipe et tout. Mais est-ce que c'est assez suffisant pour vraiment non seulement informer, mais est-ce que c'est suffisant pour orienter les jeunes? Donc déjà sur le campus, voilà, c'est seulement la DAS. Maintenant, moi je loue le travail que font les associations sur le campus, mais également les délégués qui organisent des séances d'information et d'orientation pour essayer d'accompagner les étudiants et tout. Donc ça rejoint un peu ce que le grand frère Akleso vient de dire. C'est, au fait, nous débrouillons pour dire cela, parce que déjà sur le campus, c'est les initiatives des étudiants, c'est les initiatives des associations qui font de leur mieux pour informer ces jeunes-là, pour les orienter et tout. Et c'est là encore le risque, parce que c'est pas parce que c'est une association qu'il y a forcément des gens compétents dedans. Et c'est là-bas encore le danger. Maintenant, si comme M. Akleso l'a dit, si entre l'État ou bien l'université de Lomé, même pour commencer, prend des dispositions, bien prend des initiatives pour accompagner ces associations-là, pour qu'ils fassent parce qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas le faire. Maintenant, s'ils accompagnent ces associations-là, essaient de voir ce qu'ils font, ou bien essaient de les accompagner, ne serait-ce que techniquement, ou bien pas forcément un soutien financier, tout ça là, mais essaient de les accompagner pour qu'ils puissent également les soulager dans cette tâche-là. Je pense que déjà ça pourrait être un plus pour les étudiants, pour voilà, les jeunes en général. Donc, c'est ce que je pourrais répondre par rapport à cela. Merci, monsieur. Monsieur Essor, quelles peuvent être donc les conséquences d'une mauvaise orientation? Puisque nous avons largement parlé de comment est-ce que l'orientation doit être faite, et je voudrais voir l'autre côté de la chose. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise orientation?
Il a parlé de quelque chose, je préfère que vous fassiez bien attention. Il dit qu'il ne faut pas que les gens confondent information et orientation. Oui. Et la plupart des gens, quand vous allez à la DAS, 90% c'est information. Parce qu'avec LMD, quand la DAS te dit telle matière, tu dis je vais faire ça, on va te laisser faire. C'est ça. Et on te laisse de choisir. C'est comme tu fais 2 choix ou 3 choix, et puis on va te valider. Réellement, ce n'est pas ça orientation. Et c'est ce qu'il a dit. L'effectif est insuffisant même pour le faire. S'il faut, il y a 20 000 bacheliers par exemple, il faut les écouter. Pour les orienter, on ne va pas prendre un mois même ne va pas chauffer là-bas. Et on ne va pas même finir l'inscription à l'université. Donc c'est pourquoi je dis que l'expression est un peu galvaudée. En fait, on fait plutôt information, mais ce n'est pas orientation en tant que telle. Parce que orientation demande que tu prennes le temps d'écouter la personne. Ah, ici, c'est eux qui donnent, qui te disent ce qu'il faut faire. Ils le font en vidéo, ils le font en ligne. C'est là où je me dis que si ce ne serait que pour l'information, les gens n'ont plus besoin d'aller à la DAS. Parce qu'ils ont l'information là partout. C'est ça. Non, orientation même ce que je dis. Il a dit, si le gouvernement ou bien le ministère peut accompagner des gens d'une manière conséquente, que ce soit matériel ou comment dire, technique ou financier, et que cela se fasse. Parce que toute association, il y a des associations qui sont enlevées, c'est de la bouillabaisse. Ça dit qu'ils ne font rien concrètement. Ils sont là. Moi, je me rappelle que j'étais allé à l'université de Kara, en tant qu'association. Bon, les autres disent qu'on a qu'à aller balayer la préfecture. C'est rien. Les associations n'ont pas pour vocation à aller balayer la préfecture. Les associations universitaires ne le font pas. Il y a des associations environnementales dans la préfecture, mais qui peuvent aller balayer ça. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont trouvé ça bizarre. C'est pour dire qu'ils ne savent même pas sur pourquoi ils ont créé l'association. Je me rappelle qu'une fois, sur un débat, un docteur en sociologie, il se lève et puis il me dit que lui ne comprend pas pourquoi les associations ont plusieurs objectifs. Il doit avoir un seul objectif. Il n'a pas bien compris. Une association a un but, mais il y a plusieurs objectifs. Oui, il a eu sa thèse dans la vie associative, comment les sociétés civiles, tout ça. Mais il me dit le jour-là, il dit non, vous vous êtes trompé. Une association peut avoir plusieurs objectifs, mais un seul but. C'est ça. Donc ne confondez pas le but et les objectifs. Il y a des fois, le but peut être objectif, mais objectif n'est pas but. Il ne faut pas le mélanger. Les associations peuvent écrire dans leur règlement de statut que notre but c'est de faire ceci, objectif c'est de faire ceci. Mais il ne faut pas qu'on réduise les objectifs, le but à un seul objectif. C'est pas ça. Donc c'est pour dire que le problème est grave. Il a déjà dit au début, quand on veut commencer, que le chômage, c'est comme si, moi je l'ai dit, on se comprend comme un maçon est devenu électricien. C'est-à-dire que vous devez comprendre en même temps, on ne sème pas haricots pour récolter pommes. C'est impossible. C'est impossible. Ce que nous, on fait, on t'apprend non seulement à semer un haricot pour avoir un haricot, mais on t'apprend plutôt à semer un haricot pour avoir des haricots. C'est le phénomène de multiplication de compétences, c'est ce que nous faisons. Mais si quelqu'un est mal orienté, c'est normal qu'il va droit dans le mur. On va pas passer par, on va pas chercher midi à 14 h. C'est droit dans le mur. C'est pourquoi je dis, moi, il y a des parents, même cette année, des enfants doivent commencer, parce que j'ai orienté sa fille qui était en terminale, malgré qu'elle a échoué. Moi, je l'ai orienté sur ce qu'elle doit faire. C'est là où les parents ont commencé, ont compris qu'ils ont faussé là-bas de leurs enfants. On a pris une professeur de maths, mais c'était trop tard, déjà. Mais quand l'autre a eu le bac, il doit aller à Sowe, ils m'ont appelé. Ils m'ont même entendu, avant même d'aller inscrire l'enfant, le dernier jour. Il dit que, monsieur, il se faut venir. Je lui ai dit que, donnez-moi le bulletin de l'enfant, passez-moi l'enfant. Je lui ai dit, quand il dit avec l'enfant, tout ça là, l'enfant dit qu'il veut devenir comptable et aussi qui veut devenir marketeur, faire marketing, tout ça là. Il dit, ah, c'est ce que tu veux dire, oui, d'accord. Ça, c'est mieux de faire G3. G3, il y a action commerciale, fait de force de vente là-bas. Il y a aussi comptabilité un peu qu'on fait là-bas. Maintenant, quand il a le bac, il peut développer ce qui vraiment vient à lui. Mais si on le met dans un enclos, et que finalement, c'est plutôt le contraire. C'est les deux qui veulent faire, mais le parent veut le force à faire comptabilité. J'ai dit non. Et quand il a commencé, il dit qu'il s'en sort mieux. J'ai dit, ah, Dieu merci, on va voir après le bac ce qu'il va faire. C'est pour dire que
Le parent ne m'a rien payé. Moi, je n'ai pas pris un franc chez eux parce que les sont habitués. C'est quand, par exemple, je le prends, lui-même, il veut faire un service gratuit. C'est différent de l'appeler pour dire qu'il n'a pas un service gratuit. Mais quand les gens t'appellent, ils ont même oublié que le coaching, comme ce n'est pas un bagage qui pèse que j'ai donné, je ne dois pas prendre l'argent, mais ils oublient. Quand ils disent, monsieur, comment faire ça? Ils doivent me payer pour ça. Quand je suis dans mon cabinet, tu viens m'appeler, normalement, je dois prendre 50 000. Tout ce que je dois te dire, peut-être le jour-là, je ferme le cabinet pour toi. Mais ils ne comprennent pas. Alors que ça, c'est un travail qu'on fait. Idem, je le dis, parce que les psychologues connaissent la même chose. Si il n'a pas un ministre derrière lui pour qu'on lui envoie le marché, c'est pourquoi les gens préfèrent faire la psychologie au niveau de l'État que de le faire dans la vie active. Donc, c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas orienté, il a 90% de chances d'échouer dans ce qu'il veut faire. Il faut son côté professionnel et il est un danger pour le parce que ce sont des gens, quand tu dis A, il dit B, et on les appelle en bon jargon les demi-lettrés. C'est-à-dire qu'il est plus compliqué que quelqu'un qui a fait... Et c'est lui qui va te dire, nous aussi on a fait la même formation, il te dit tout, il te prouve tout, juste pour combler sa tare. C'est pour dire que il est inadmissible de ne pas s'orienter et d'être mal orienté. Parce que quand on a demandé à Edison comment c'est ça quand on a échoué 10 000 fois, il a dit que je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai découvert 10 000 manières, de la manière dont ça ne marche pas. Celui qui est orienté trouve des opportunités dans des problèmes. Mais celui qui n'est pas orienté, il trouve même dans les opportunités des problèmes. Dans chaque opportunité, lui, il te montre des problèmes. Voilà le danger dans celui qui n'est pas orienté. Merci, monsieur Issa. Nous sommes déjà talonnés par le temps, mais je vais poser la même question à monsieur Apédo Aman, juste quelles sont les conséquences qui peuvent en découler quand l'orientation n'est pas bien faite? Merci beaucoup, monsieur Mathieu Bida, et merci à monsieur Aklisso, parce que faut avouer que j'apprends beaucoup de ces interventions également, qui font que nous allons compléter un certain nombre de choses. Mais tout ce que je vais dire, il a déjà dit. Un jeune mal orienté, déjà, au niveau scolaire, cela va poser problème. Parce que si tu n'as pas les aptitudes, déjà pour réussir dans une série, par exemple, tu prends ton temps, tu échoues, parce que tu es déjà mal orienté, tu as fait un mauvais choix de série. Déjà, ça, c'est sur le plan scolaire, et c'est ce qui entraîne la déperdition scolaire. Nous avons des jeunes qui arrêtent les cours, etc., juste parce que, bon, on se dit, il ne fait qu'échouer. Mais est-ce que il a les aptitudes déjà pour faire la série là, ou bien il a les aptitudes pour s'en sortir déjà? Maintenant, arriver sur le campus, perdre de temps. Alors, comme quelqu'un le dit souvent, le temps c'est de l'argent. Voilà. Perdre du temps à l'université, et après, on se dit, on ne s'en sort pas, l'université est compliquée, et après, c'est la débauche et tout. Parce que, voilà, on perd son temps à l'université. Maintenant, le chômage. Si je ne m'en sors pas sur le campus, peut-être c'est là, il veut se lancer, voilà, dans l'entrepreneuriat, parce que, voilà, ça ne marche pas sur le campus et tout. Pensant que entreprendre, ça tombe juste comme ça et tout. Or, déjà même, mal orienté que tu es, ça fait en sorte que tu ne te retrouves pas déjà sur le campus. Et c'est ça qui te fait penser que, bon, je vais peut-être réussir en entrepreneuriat. Et après, c'est des dettes. Et c'est eux qui deviennent, voilà, des personnes à courir un peu partout et à embêter le montant de griffe. Maintenant, prenons sur le cas de ceux qui ont réussi. Je suis mal orienté, mais parce que j'ai des gens derrière moi, j'ai mon papa qui est avocat, etc. On m'a confié une entreprise, etc. Et voilà, parce que je n'ai pas les aptitudes pour faire ce métier-là. Et c'est eux qui sont inefficaces dans leur travail. Et c'est eux, vous avez des bonnes dames à la caisse, etc. Vous arrivez dans certaines structures, c'est eux qui insultent, etc. Parce que quoi, elles ne font pas avec amour le travail qui devait être fait, parce que bon, voilà, ce n'est pas forcément un plaisir, ce n'est pas forcément leur domaine de prédilection, mais ils se sont retrouvés dedans, juste comme ça. Même des médecins qui aujourd'hui sont en bref inefficaces, tu vas confier ton enfant, ou bien peut-être tes problèmes de santé à un médecin, qui peut-être n'a pas les aptitudes, qui fait ça, qui a été pistonné, peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise. Déjà, ça fait que tu es inefficace dans ce que tu fais, et tu ne le fais pas avec amour. Donc, et comme l'a dit M. Akessor, ces gens-là deviennent des dangers publics et tout. Et nous en avons plein comme ça dans les institutions. Donc, encore une fois, j'invite tout le monde vraiment à permettre à ce que l'orientation soit faite à tous les niveaux pour vraiment empêcher
un certain nombre de choses. Voilà, nuisible aux jeunes, nuisible à la jeunesse et nuisible à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de votre émission éducative de ce mercredi. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui se bat tous les jours pour que cette émission soit effective. Merci à vous, mes invités. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne à la même heure pour un nouveau numéro de votre émission le mercredi prochain. Restez toujours branchés sur la JCTV. Alors, au revoir et bonsoir chez vous.